Alors, Donc, bonsoir, mon cher Gabor. bonsoir Ariane. Ce que nous allons faire ce soir, c'est nous allons prendre du temps pour parler de Montréal à travers tes photographies. Alors, on aura à l'écran une série de photographies et je te poserai des questions sur le sujet qui est concerné. Ça te va? Répondre, oui. Parfait. Alors, la première photographie, c'est une photographie de 1959 qui évoque le voyage, le départ, l'arrivée. Ça m'amène à te demander de nous parler de ta rencontre avec Montréal. Comment, alors, c'est une de mes premières photographies en arrivant à Montréal. Mais je suis parti de la Hongrie en tant que réfugié en 1956. Et je suis arrivé à Halifax avec mon père. Et la première chose que j'ai remarqué dans un nouveau pays, c'est que les architectures, les maisons sont construites en briques. Parce que en Europe centrale, Europe de l'Est, c'était aussi en briques, mais toujours recouvert de crépi. Alors, c'était intéressant de voir ce genre de construction avec des maisons d'habitation. Et en 1959, parce que mon père parle français, on a déménagé à Québec. Et c'est là que j'ai commencé à travailler en photographie à l'Office du film du Québec. Ils ont cherché un technicien de chambre noire. Alors, je suis monté à Montréal et ils m'ont engagé. J'ai commencé à faire la photo déjà en 1959 comme amateur à Budapest. Mais c'est vraiment en 1959 que je suis devenu photographe. Et à l'Office du film du Québec, quelle sorte de commandes on vous demandait? À l'Office du film du Québec, il y avait 6 photographes à Montréal, 6 au bureau de Québec. Et nous avons fait des photos pour des différents départements. Alors, c'était un choix de photographie très varié. C'était pour l'agriculture, ou la voirie, ou l'éducation, ou le ministère de l'Industrie. Et c'est un peu comme ça que j'ai appris la photo. Oui, puis à connaître aussi... Parce que j'étais autodidacte. Oui. Et à connaître la province aussi, parce que ça vous a amené à photographier un peu partout dans la province. Alors justement, à cause des fréquents voyages dans les campagnes, je commençais à m'intéresser aux gens de la campagne, les cultivateurs, le visage de l'architecture, les familles. Et mon premier travail, c'était un essai photographique sur Charlevoix. Ah oui. Et j'ai fait 2 voyages en 1970. Et d'ailleurs, il y a maintenant un livre publié sur ce travail. Là, on va faire un saut en avant dans le temps et on va arriver à, je crois que ça c'est la fin des années 80, c'est dans les années 80, oui. Où là vous faites une série de panoramas sur Montréal. Et ces photographies, on va en regarder plusieurs, elles ont en commun un peu toujours la même composition, c'est-à-dire un double point de vue, où le regard peut pénétrer dans la ville comme ça. C'est une composition qui suggère la complexité d'une ville. Comment on peut... alors, et ça me paraît aussi un peu comme l'aboutissement d'une vision que vous avez de Montréal. Parce que, je dis bien, tout à l'heure on était en 59, là maintenant en 1900, fin des années 80. Alors, est-ce que je peux en montrer encore? Ici, la rue de la Commune. Ça ici, c'est la place Saint-Henri. La place Saint-Henri, oui. Avec l'abondance des voitures. Oui, oui. Ici, ça c'est la rue Notre-Dame et la rue Saint-Maurice, c'est ça? Oui, oui, oui. J'ai bien appris, Ça, c'est ma photo préférée. Oui. C'est en montant Saint-Laurent
pont de Van Horn. Van Horn. Oui. Ouais. Oui, j'étais assez chanceux. En 80, j'ai emprunté un appareil 8 par 20 pouces. C'est un appareil vraiment de grand format. Ouais. Et j'ai été assez chanceux de trouver du film coupé à cette dimension à Ottawa. Alors, j'étais très intéressé dans ce format et j'ai commencé à photographier, chercher des rues parallèles avec intersection de rues diagonales. Ah oui. Il n'y en a pas beaucoup à Montréal, mais ce qui m'a donné l'idée, c'est que j'ai emprunté cet appareil à New York d'un ami et j'ai vu le Flatiron Building. Alors, il y a des sites ça comme qui ça à New York. m'a donné l'idée. Oui, très, c'est bien, c'est intéressant de connaître l'origine de ce point de vue-là. Mais est-ce que cette vision de Montréal, elle a dû se transformer autour, elle s'est formée au cours de ces décennies, là, des années 60 à 80? Et est-ce qu'il y a des événements ou des commandes qui ont été des points tournants dans votre vision de Montréal? Oui. Ben, pour commencer, à l'Office du film du Québec, c'était des commandes. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser un appareil 4x5 pour photographier l'architecture. Mais après, il y avait la commande du Cirque du Soleil, où j'ai photographié la construction du premier bâtiment du Cirque du Soleil à Ville-Saint-Michel. Et cette expérience, ça m'a donné une autre idée, plutôt une connexion avec l'ancien Ville Saint-Michel, c'est-à-dire le quartier Saint-Michel, où j'ai fait beaucoup de photos d'architecture, mais aussi la communauté des gens. Ah oui. Il y avait bien sûr le Centre canadien d'architecture ici, dont vous avez photographié plusieurs la construction. commandes. Un que j'ai préféré beaucoup, c'était Ville industrielle. Les 3 villes industrielles au Québec, à Shawinigan, à Arvida et à Témiscamingue. Ah oui, alors ces commandes-là ont pu vous donner un regard particulier sur Montréal à chaque fois que vous plongez sur la... Et c'est vraiment là que j'ai commencé à explorer l'architecture de Montréal. Allez-y. Dont la rue Sainte-Catherine. Oui, c'est ça. Qui est une rue d'à peu près 12 km de longueur, mais une rue qui change caractère tous les 600-700 mètres. C'est ça. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant. Les 2 extrémités de Sainte-Catherine, est et ouest, c'est résidentiel. Mais là, arrivé à Équateur, ça devient commercial en centre-ville jusqu'à Saint-Laurent, Bleury, Saint-Laurent. Et après, ça commence à changer. C'est pas tout à fait le caractère de vraiment centre-ville. Après, on arrive au village et après le pont Jacques-Cartier, ça devient de plus en plus résidentiel. Alors, j'ai beaucoup aimé ce changement de caractère de la même rue. On va en regarder quelques images justement de cette série de la rue Sainte-Catherine que vous avez fait comme ça d'un bout à l'autre, avec l'accent sur la portion, la section qui est très commerciale. Ça, c'est un édifice qui existe toujours. C'est le côté nord entre la montagne et Drummond. Bon, la plupart de ces enseignes sont changées. Sam Record même n'existe plus. Et c'est entre Bleury et Saint-Alexandre. Oui. Celle-là ici. Ça, bon, classique, encore ça n'existe plus, c'est la Carré Phillips. Oui. Et quand j'ai fait ces photos,
je voulais inclure les automobiles, les gens, les piétons. C'est très important parce que une ville, c'est vivant. Mhm. Une ville comme la rue Sainte-Catherine, ça bouillonne, Oui. il y a une vie jour et nuit. Et c'était important. Et aussi, ça décrit un peu l'époque, Ben oui, la oui, style oui. des automobiles, ce que les gens portent. Ce sont des indices temporels très importants en Oui, fait, hein, parce que si oui. on ne voyait que les enseignes, peut-être qu'on se situerait certainement moins dans l'époque, mais là, ça Oui, nous oui. ramène vraiment à cette période. On va en regarder d'autres. Voilà, celle-ci qui est toujours Bon, la rue encore, Sainte-Catherine. c'est ça, le building existe toujours, mais c'est plus un pub Molly Maguire. Et encore quelque chose disparu. Et là, il y a toujours les gens les piétons qui entrent dans un Oui, magasin, ils sortent. Bon, les automobiles ont changé oui, encore. le cinéma de Paris a Et j'ai disparu. décidé d'établir un format, c'est-à-dire de faire face Tout en de frontalité, toujours. frontalité, oui. Parce qu'une autre chose qui m'intéressait beaucoup, c'est les enseignes. Et Oui. comment les enseignes sont intégrées dans l'édifice. On va y venir, j'en ai des photographies de vos enseignes. Là, Oui. ici, c'est encore la rue Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, Oui. coin de Frontenac, Ouais. on Et est dans l'Est. comme vous le disiez, la rue Sainte-Catherine ou une grande artère comme ça vous permet de traverser tous les quartiers de Oui. Montréal. Oui. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire, les quartiers? Est-ce que c'est... Comment vous Mais oui, les quartiers m'intéressent beaucoup de les Est-ce qu'il y en a explorer, le découvrir, parce que il y a un changement de classe sociale, de culture, de façon de parler, anglais, français, franglais, franglish. Oui. Alors, une façon de voyager? moi, je trouve que c'est très fascinant. C'est un aspect de la ville que j'aime beaucoup. Bon, là, il y avait une taverne, une brasserie. De chaque côté, ouais, bien flanqué de 2 tavernes. Oui. Oui. Et c'est assez étonnant, le contraste avec les photographies qu'on vient de voir tout à l'heure, qui sont absolument... Et je pense qu'à l'époque, les femmes n'ont pas été admises aux tavernes. Non, c'est un endroit réservé. Encore... Musique Archambault, le coin de Berry-Sainte-Catherine, c'était un peu une aventure parce que j'ai installé mon appareil 4x5 sur trépied, tissu noir par-dessus la tête, au plein milieu de l'intersection un dimanche matin. Et presque tout était ajusté. Et un policier m'approche et dit, monsieur, quand même. Oui. Oui. Alors j'ai dit, monsieur, ça va me prendre 10 secondes pour faire la photo que j'ai fait. Et il m'a permis. Il a arrêté même Ah oui, la il a collaboré circulation. complètement. Il vous a... Bon, Oui, ben, oui. merci, monsieur le policier. Alors, il y a des bons policiers Oui, aussi. sur votre photo, oui. Et j'en arrive ici. Alors, les enseignes néons dont vous parliez tout à l'heure, elles sont déjà spectaculaires comme celle-ci dans la série de la rue Sainte-Catherine, Oui. mais vous avez adopté ce sujet-là, vous en avez fait beaucoup. Oui, oui, j'ai commencé en 60. Oui, c'est comme ça qu'on en voit. Et vous avez aussi opté pour la... Vous avez traversé tous les quartiers. Revenir Oui, absolument. Oui, oui. Oui. Vous voulez que celle-ci? Non, parce que c'était avant la loi 101, alors beaucoup d'enseignes sont en anglais. Oui. Oui. Et l'autre, c'était au coin de Drummond et l'autre la suivante. Oui, oui. Drummond et Sainte-Catherine, Odélis, qui était un restaurant très chic à l'époque. Ah ouais. Oui. Alors ça a changé. Oui. Et vous avez aussi photographié des enseignes comme ça à travers tous les quartiers. Oui, oui. Et puis vous avez opté pour la couleur. Hein? C'est un des sujets qui vous a amené à la couleur. Alors,
parlez-nous donc de votre choix des enseignes. Qu'est-ce qui vous a amené à en choisir une plutôt qu'une autre? Et puis, Bon, dans cette série de photos, les enseignes lumineuses, j'ai cherché des enseignes qui ont été conçues par le propriétaire et exécutées par une compagnie. Ah oui. Alors, les enseignes, je ne sais pas, Coca-Cola ou McDonald's, ça ne m'intéressait pas, mais c'était vraiment des enseignes très spéciales. Ça existe encore sur Bélanger. Ouais. Et ça, ce sont les propriétaires qui ont conçu. Oui, j'ai parlé aux plusieurs, oui? je les ai demandés. Ah, ça, c'est intéressant. Bon, alors, la shop de bière, ça, c'est l'idée du propriétaire. Oui, c'est au coin de Ontario et Papineau. C'est encore une brasserie, mais le verre de bière n'est plus là. Non, OK, dommage. Oui. Peut-être quelqu'un l'a collectionné. Et celle-là ici? Oui, ça, c'est sur la rue Denonville, en quartier Villemar. Justement, c'est tout près de où Andrea, notre fille, habite. Et bon, c'est sûr que c'était vraiment très personnel, un goût très personnel. Et chaque année, le type monte cette décoration qui est tout à fait symétrique. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Et tout fonctionne. Toutes les lumières sont allumées. Alors, c'est vraiment aussi de l'enseigne à la culture populaire, parce que c'est une création bien individuelle. Et la couleur, qu'est-ce que la couleur apporte à vos photographies? Moi, je travaille toujours en noir et blanc. Oui. Il y a 2 cas où je travaille en couleur. C'est avec les enseignes lumineuses parce que c'est très évident, il faut que ça soit en couleur. Et je les ai photographiés entre chien et loup, juste avant le coucher de soleil, parce que je voulais montrer l'édifice et comment l'enseigne est installée. Jouer avoir encore le détail de l'édifice, mais aller chercher la lumière de l'enseigne. Et l'autre instance, c'est une série de photos qu'on n'a pas ici, mais j'ai photographié les gens en noir et blanc et leur intérieur, leur maison en couleur. Parce que je trouvais que la couleur définit beaucoup des goûts personnels. Je ne sais pas, peut-être une classe sociale, si ça a été à la campagne ou en ville. Alors, et le portrait, je fais en noir et blanc parce que je crois que le noir et blanc aide beaucoup de sortir les traits du visage, les sourcils, les lèvres, les yeux, tout. Là, la couleur peut être même une distraction. Distraction, oui. Alors que, c'est intéressant cette idée d'aller chercher la couleur dans le goût, de trouver un niveau culturel dans le choix des couleurs d'un intérieur. Parce que je trouve que la couleur de la peau n'a pas vraiment d'importance. Justement, en parlant des gens, là, j'en ai encore quelques-unes, les frites dorées. Alors, frites dorées, ça j'adore ça, où les frites tombent sur notre tête. C'est sur Saint-Laurent, tout près de Cléopâtre, et ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mais il y en a encore de semblables, hein? Il y a encore de semblables. Oui. C'est au sud de Sainte-Catherine, c'est fini. Cléopâtre est le seul. Il y a bien sûr le théâtre, comment ça s'appelle? Là, je ne peux pas vous aider. Monument national, merci. Oui. Ça aussi. Ça, bon, le type avec
avec la machine, Oui, oui. avec son couteau Oui, de boucher et le numéro du téléphone. Sur Papineau, près de Laurier, et ça n'en existe non plus. Et là, on revient au sujet que vous venez tout juste d'aborder, c'est les gens dans les rues. Parce que depuis le début aussi, ça c'est une photographie de 59, je crois, tout en parallèle à la photographie des villes et de la ville et des lieux, vous avez photographié les gens. À une époque où c'était pas un problème de photographier les gens parce qu'on était moins sensible à la question du droit à l'image et tout ça. Et vous avez une magnifique photographie. Bon, l'autre photo, c'était le vieux marché Bon Secours, qui était encore vraiment un marché. Oui. Sur la rue Saint-Paul, oui. Il y a encore vraiment des traces de la gentrification, un peu, semble être encore passé par là. Oui, il y a le style des automobiles encore qui définit l'époque. Mais votre façon de photographier les gens a évolué au cours de ces années-là. Hein? Oui. Parce que maintenant, vous faites des portraits des gens dans leur environnement. Alors, comment ça a évolué? Au début, comme je pense que tous les photographes, quand ils commencent à photographier, font des photos de rue, comme Cartier-Bresson, André Kertész, les autres. Et moi, je trouvais ça un peu, disons, ce sont des images volées, un peu, mais j'ai photographié, par exemple, des ivrognes couchés dans la rue, mais je ne les ai jamais montrés, parce que je trouvais que c'est un peu une exploitation. Alors, fin des années 70, 80, j'ai abandonné ce travail et j'ai préféré de confronter les gens, d'établir une espèce de une confrontation, une camaraderie. Donc là, il y a comme une bifurcation entre la ville et le portrait, finalement. Hein? Vous vous êtes mis à faire des portraits beaucoup plus intimes. Et on peut peut-être regarder celles qui sont les portraits des gens de l'animation dans Montréal. C'était une parade Saint-Patrick sur la rue Sainte-Catherine. C'était sur le parc Jeanne-Mance. Dans les années 70, il existait ce qu'on appelle des love-in. Ah oui. C'était des hippies, C'est un très beau portrait, ça. Encore une scène sur la rue Sainte-Catherine. On s'approche quand même de... Il y a un intérêt... Ah, ici, c'est Pointe-Saint-Charles. Oui, des enfants qui... C'est leur terrain de jeu, la rue. Oui. Et ça, où est-ce que c'est? Ça, c'est sur Descaries. Il y a des gens qui reconnaissent, oui, l'Orange Julep. Oui, comment ça s'appelle? Orange Julep? L'Orange Julep, oui. À l'époque, les serveuses étaient sur des patins à roulettes. Des patins à roulettes? Des patins à roulettes, oui. Et, oui, un dimanche après-midi, c'était plein d'automobiles. Et celle-ci, qui est très photographie iconique de Montréal. Pas de commentaire. Oui, sans commentaire. Non, c'était en 72, il y avait une immense tempête de neige et les travailleurs de l'école bleue étaient en grève. Alors, il y avait de la neige et il y avait un autobus tous les 30 minutes. Tous les 30 minutes, oui, c'est ça. Les gens essayaient de monter. De s'engouffrer dans le bus pour échapper à la neige et au froid. Et vous, Gabor, qui êtes un véritable urbain, vous venez d'une ville européenne, vous avez toujours vécu dans une ville, vous êtes arrivé à Québec, Montréal rapidement.
Les Montréalais, trouvez-vous comment les Montréalais que vous observez vivent leur urbanité? Mais les Montréalais qui sont arrivés tournant du siècle, je parle du 20e siècle, Oui. de la campagne. Oui. Si on se promène dans le plateau, sur Montréal, on voit encore des maisons, toits normands, Oui. style normand. Alors, ils voulaient établir, un peu imiter leur style de vie à la campagne. Mhm. Alors, ils ont commencé à construire ces petites maisons. Après, bien sûr, ça a changé, ça a devenu, dans les années 20, des maisons de 2 étages, Ouais. des appartements en briques. Mais je pense qu'avec, surtout avec la 3e, 4e génération, maintenant, les gens de 30, 40 ans, les enfants Des baby boomers? des baby boomers, oui, Oui. ils sont devenus quand même urbains. Urbains. Oui, C'est-à-dire que aimer Oui. une ville, aimer vivre dans une ville et vraiment demander à la ville Oui. d'être son lieu de vie et pas chercher à nécessairement sortir parce que les baby boomers, comme vous disiez, ils ont tous quelque part un petit coin de campagne à Oui, retrouver. oui, ou oui, à- c'est ça. c'est pas la même attitude par rapport à la Oui. ville. Oui, oui. Mais vous êtes vraiment... Moi, je suis vraiment urbain, 100%. Oui. J'aime me promener à la campagne, faire des excursions, mais pas vivre là. Mais vous avez déjà dit que vous n'êtes pas porté à photographier la nature ou les scènes de Non, paysages de nature. les choses que j'ai jamais, j'ai très rarement rarement. photographié, c'est le paysage, parce qu'il y a d'autres photographes qui font beaucoup mieux que moi. Et puis que vous- En Italie, j'ai fait quand même beaucoup de paysages parce que je ne pouvais pas résister. Ah oui. Oui. Il y a bien des choses auxquelles on ne peut pas résister en Italie. Oui. Mais vous avez été témoin des transformations de Montréal. Hein, parce que quand on regarde Oui. les photographies des années Oui. 60, il y a des quartiers qui sont complètement transformés, surtout les quartiers du centre de l'île. Oui. Et on va en voir, vous Oui. avez fait aussi Alors, une série là, comme ça. l'autre photo, c'était la, Oui, reprenons. Oui, c'est ça, je vais trop vite, la excusez-moi. construction de l'UQAM. Quand ils ont détruit l'église Saint-Jacques, ils ont gardé les 2 tours là. Oui. Bon, Et puis, vous avez fait une série de refotographies. oui. Ça, expliquez-nous comment vous Alors, avez... Vous avez d'abord... La photo d'en haut, ça a été prise en fin des années... Non, début des années 80. Mhm. Et je suis retourné 10 ans après. Alors, la ville, c'est tellement vivant, tout change continuellement, éternellement, disons. Alors, c'est bien sûr, Banque de Montréal est toujours là, mais le Ce sont magasin les enseignes. au Bon Marché Chéri, qui était un magasin de vêtements, c'est maintenant un endroit avec des jeux vidéo. Ouais. Et ici, Bon, ici, Bywell, il y en a peut-être qui s'en souviennent encore, mais c'était à côté du Ogilvy, c'est un marché, un supermarché très chic. Et là, ils ont décidé de construire 3 magasins, un à côté de l'autre. Ouais. Et c'était durant les constructions. parce que ça témoigne à la fois des changements, mais aussi d'une certaine inertie, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas l'air d'évoluer véritablement. Est-ce que, à la lumière de ça, comment vous souhaitez que Montréal continue de se modifier? Parce qu'une ville, nécessairement, il y a des choses qui vieillissent, qui sont démolies, Oui. on met d'autres... Oui, c'est j'ai remplacé, quelques mais... notes ici, oui, Vous oui. avez des notes sur ça? Oui. Non, c'est sûr que
dans certains quartiers, bon, j'ai commencé à travailler à l'Office du film du Québec sur la rue Saint-Denis, dans l'ancien édifice de l'Université de Montréal, qui a été démoli, ça fait longtemps. Et durant mes heures de lunch, je suis sorti pour me promener dans le quartier, et c'était ce qu'on appelle le quartier Amlas. Ah ouais. Et c'était vraiment épouvantable. C'était vraiment des maisons en très, très mauvais état. J'ai vu des rats, mais souvent, à plein jour. Et ça a été démoli, et c'est maintenant les habitations Jeanne Mance. Ah oui, Cette même chose est arrivée à Radio-Canada maintenant. Ben, peut-être ces maisons auraient pu être rénovées, et peut-être c'est ça ce qui arrive maintenant, qu'avec ce qu'on appelle la gentrification, les gens achètent ces maisons, ils font rénover, mais à l'époque, c'était plus important de la nouvelle construction, et c'est sûr que les habitations Jeanne Mance c'est très important, sont extraordinaires. Et une autre chose, vous parlez de changer la ville. Oui. Oui, préserver tout ce qui est architecturement intéressant, important, mais aussi, j'aimerais voir des nouvelles constructions avec peut-être un peu plus d'imagination. Mais puisque je ne suis pas urbaniste ni architecte, je suis un citoyen, un photographe, mais j'aimerais voir des bâtiments plus intéressants. Il y en a, remarquez bien, il y en a plusieurs. Mais que ce soit la fête de la création. Avez-vous quelque chose d'écrit que vous voulez lire ou non? Non, j'ai peut-être après. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Ici, moi, j'ai encore quelques photographies qui nous font voir la transformation. Les super-sexes existent toujours, mais l'enseigne, ils ont raté l'enseigne. Je pense que le vieux était beaucoup plus beau. Mais le théâtre Palace existe encore ici. Mais là, non, il existait encore là, mais après ils ont changé, ils ont construit cette devanture, et je pense que le cinéma était encore là, mais c'est complètement changé. Oui. Et ici? Bon, ici, Omer Dessert, presque au coin de Sainte-Catherine-Saint-Denis, a été rasé, l'édifice, pour l'université, pour l'UQAM. Je pense que c'est le dernier. Oui, ça termine. Oui. Mais j'aurais peut-être bien d'autres questions avant qu'on passe au public qui est probablement intéressé de vous poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres villes dans vos fantasmes que vous auriez aimé, que vous aimeriez photographier autant que vous avez photographié Montréal? Bon, oui, il y a une ville que, bon, premièrement, il faut que je parle la langue du pays, de la ville. Alors ça, et une ville qu'on est allé souvent avec ma femme, c'est New York, que j'adore, et je connais bien la ville. Alors c'est une ville que j'aimerais encore photographier. Rome. Ah oui? Oui, Rome. À l'époque, on a vécu 8 mois en Italie, alors j'ai suivi des cours italiens, alors je parle la langue. Berlin, je ne suis jamais allé, mais je me débrouille en allemand. J'aimerais photographier. Mais toutes ces villes, je veux les photographier parce qu'ils ont une histoire, ils ont une culture qui varie d'une ville à l'autre. J'ai passé
3 mois en Pologne Mhm. et j'ai beaucoup aimé Cracovie où j'ai fait beaucoup de photos d'architecture. Mais j'entends que 3 mois, 8 mois, voyager souvent, vous aimez photographier des villes que vous connaissez. Vous aimez d'abord Oui, être familier avec un lieu avant de photographier. oui. Hein, c'est Mais pas- j'aimerais photographier aussi Buenos Aires, Ah bon? mais il faut que je suive des cours Ah d'espagnol. oui, d'accord. Ça, on a le temps encore. Alors, peut-être qu'on peut se tourner vers la salle et donner l'occasion aux gens à leur tour de vous poser des On questions. peut allumer la lumière, non? Et n'hésitez pas à poser des questions en anglais d'abord. Oui. Est-ce que je pourrais juste vous demander, si vous voulez poser une question, de la poser dans le micro, en fait, pour qu'on puisse aussi l'enregistrer pour nous? Je voulais dire encore quelques mots, excusez-moi, Oui. parce que vous avez demandé une question, qu'est-ce qui caractérise Montréal? Oui. Oui, Ça, ben, ce sont les gens, bien sûr les gens de notre ville. Aussi le fait que c'est une ville bilingue ou polyglotte, des fois, on va dans des quartiers, on entend 3 à 4 langues parler. Mais c'est aussi la diversité d'une richesse culturelle, la bouffe, il y a des bons restaurants, il y a des boulangeries maintenant dans presque tous les quartiers, boulangeries, pâtisseries, des bons restaurants. Mais il y a aussi une vie qui est vraiment très bouillonnante, mais il y a aussi des problèmes, mais même les problèmes sont très spécifiques à Montréal. Alors, il faut y travailler. et les problèmes sont Oui. toujours aussi liés aux gens? Parce Oui. que, hein? Oui, oui. As a chronicler of the visual cityscape and signage in particular, what are your feelings or what are your response to graffiti over the years? Its appearance, its development, its prominence, its expressivity, perhaps? Well, they are certainly part of the city, and actually I like quite a few of them, but I can also understand that on a public building, in a private home, they shouldn't be done. But in Quebec City, there's the overpasses in the lower city where the graffitis were encouraged to do paintings, and I think they are quite wonderful. So, you know, some of them are, of course, done without any thinking and any aesthetical sense. But the ones that are well done, it's okay. I like them. Oui? Je me posais la question par rapport à... Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans vos photos. Très souvent, on sent beaucoup d'humour. Et je me demandais par rapport à l'architecture au Québec, est-ce que vous avez un regard critique selon vous, ou bien c'est un regard amusé ou un regard... Comment est-ce que vous voyez ça un peu? Je ne sais pas si... De l'architecture? Oui, l'architecture au Québec en général. Québec, oui. Oui. Savoir si pour vous... est-ce que vous avez un regard, d'après vous, un regard critique sur l'architecture ici? Ben, vous parlez de sens de l'humour, oui, c'est important en photographie. Et j'ai fait, qu'on ne voit pas tellement ici, mais dans les régions rurales, en Abitibi, j'ai fait beaucoup de photos d'architecture qui sont vraiment, vraiment drôles. Et je ne dis pas quétaine, kitsch, mais
ils ont été construits d'un vrai sens très personnel d'architecture. Ce n'était pas nécessairement construit par des architectes, mais par les gens. Oui, j'aime beaucoup ce genre d'architecture parce que je sens que les gens expriment très franchement, très honnêtement leur sens leur de goût, leur créativité. Oui, leur culture, leur classe sociale. Oui. Ah, une autre question. Vous avez dit que vous vouliez apprendre la langue avant de photographier une ville. Pour quelle raison exactement? Est-ce qu'on peut savoir quel lien vous établissez entre l'échange avec les gens et la photo? Oui, pour moi, c'est important de parler langue d'un pays. Par exemple, j'arrive dans une ville, je ne sais pas, comme par exemple Buenos Aires, je ne suis jamais allé. Et si je commence à parler avec les gens dans la rue, c'est comme ça que je veux découvrir certaines caractéristiques, certaines intimités, que autrement, si j'arrive sans parler la langue, j'arrive comme touriste et je commence à faire des photos comme des touristes. Mais pour moi, cette intimité de bien connaître peut-être juste un coin de rue ou un quartier, c'est très important. Et c'est seulement en parlant aux gens que je peux apprendre ça. Alors, pour moi, c'est important de parler la langue. Bon. Moi, je peux peut-être terminer en Je pense qu'il y avait une autre question, oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter sur quoi vous êtes en train de travailler présentement à Pardon? Montréal? Est-ce que vous êtes en train de travailler maintenant à Montréal sur quelques nouveaux thèmes? Non, oui, mais ce n'est pas architecture. Non, je travaille, ça fait déjà presque 5 ans avec un groupe de poètes. Ah oui. Moi, je n'écris pas la poésie, je n'écris pas du tout, mais je les photographie. C'est un groupe qui est vraiment très enrichissant. On se rencontre tous les mardis. Moi, je n'y vais pas nécessairement tous les mardis. Et tout le monde apporte quelque chose à manger. Et après, il y a la lecture. Ils vont lire leur dernier poème, leur dernier texte. Et je fais des photos. Alors, éventuellement, j'aimerais publier quelque chose. J'ai déjà fait beaucoup de photos. Alors, ça, c'est un projet. À part ça, je travaille sur mes fonds, de mettre tous mes négatifs en ordre parce que je veux les donner, offrir aux archives ici. Parce que je veux que ça soit bien conservé. Mais je suis toujours occupé avec toutes sortes de choses. Les gens me demandent ils ont, par exemple, quelqu'un m'a envoyé un courriel l'autre jour qu'ils ont besoin d'une photo pour illustrer un livre sur la maladie Alzheimer. Ah oui. Alors là, j'ai commencé à fouiller dans mes négatifs et je vais lui envoyer quelques portraits. Que vous avez déjà fait. Ça m'arrive assez souvent. Mais en fait, oui, voilà. Moi, j'aimerais savoir, je sais que vous travaillez, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça a été fait en film. J'aimerais savoir si maintenant vous avez passé en numérique
Et Ah, si oui. oui, et si oui, Oui. comment vous vivez ça, travailler en numérique? Oui. Non, par rapport au numérique, moi, je travaille toujours en chambre noire. Je pollue, je sais. Mais j'ai aussi un appareil numérique et j'ai absolument rien contre le numérique. Si j'avais, je sais pas, 10-15 ans de moins, j'y changerais. Et on peut faire des choses vraiment extraordinaires en numérique. Par exemple, en chambre noire, quand on fait ce qu'on appelle du dodging, du burn-in, je fais très vite avec mes mains, ça, mais pas aussi précisément qu'avec Photoshop. Mais par contre, j'ai vu des négatifs originaux changer à Photoshop et c'était trop. Il faut quand même garder, à mon avis, une certaine spontanéité, une certaine imperfection dans nos images. Je parle de l'image argentique. Garder la prise de vue, la spontanéité parfois de la prise de vue. Oui, oui, la spontanéité, oui. Non, mais vraiment, j'ai rien contre. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui ne veulent pas toucher le numérique, mais moi, ça ne me dérange pas. Vous avez fait la série sur la rue Sainte-Catherine. Vous avez notamment montré des photos d'époques différentes. Est-ce que vous pensez que maintenant, c'est autant d'intérêt, ce genre de photos, vu que, surtout dans le centre-ville, ce genre de rue a tout le temps à peu près le même caractère, c'est tout le temps les mêmes enseignes qu'on retrouve dans les grandes villes à travers le monde. Est-ce que vous pensez que c'est autant d'intérêt de refaire ce même travail maintenant? Oui. Alors, excusez-moi, vous me demandez si je referais la rue Sainte-Catherine maintenant. Oui, est-ce que vous la referez maintenant? Mais oui, c'est toujours, ça reste toujours un sujet. D'accord, oui. Même dans, je sais pas, dans 100 ans, là, il n'y aura peut-être pas de rue Sainte-Catherine, mais parce que c'est un flux éternel, ce changement dans une ville, ça va être toujours très valable. Et moi, je photographie toujours le présent. C'est tout ce que l'appareil photographique est capable de faire. Parce qu'après un 125e de seconde, c'est fini, c'est changé. Mais quand je photographie, dans mes photos de Charles de Gaulle, il y a beaucoup de vieilles personnes. Mais ce n'est pas parce que je voulais capter le passé, mais ils étaient, où j'ai fait photo, c'était vieux. Mais j'ai photographié des jeunes aussi. Et le futur m'intéresse pas tellement non plus. C'est le présent qui m'intéresse. Je vis dans le présent et il faut capter les choses telles qu'elles sont. Parce que ça va passer. Ce serait une bonne façon peut-être de clore, à moins qu'il y ait d'autres questions. Parfait, c'est bien. Alors, je me demande si vous devrez vous décrire, est-ce que vous vous considérez comme un artiste ou comme un documentaliste? Comme documentariste? Oui. Alors, la question, c'est est-ce que vous vous considérez comme un artiste photographe ou comme un documentaliste qui produit le document culturel comme référence? Au début, quand j'ai commencé à photographier sérieusement, je me considérais, oui, je suis photographe, je ne voulais pas entendre le mot artiste. Et moi, je reste documentariste dans le sens que la quantité d'informations inclure dans l'image est très importante pour moi. Et quand nous avons commencé, les photographes vendent des photos dans les galeries, on commençait à nous nommer artistes photographes.
je suis artiste photographe. Ça, je ne peux pas changer, mais je suis vraiment le côté document ou encore document social, parce que ça inclut des changements. Parce qu'un simple document, c'est ce qui est devant l'appareil. La lentille va fixer l'image et bon, ça va être là. Mais moi, j'essaie de montrer le changement aussi, qui est difficile de montrer, bien sûr, dans une photo. Ça prend au moins 2 photos pour un changement. Mais oui, je suis les deux, documentariste et artiste. Oui, bon, ben alors on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Gabor. Merci.